Donc bonsoir à toutes et tous. Je suis très content d'être là ce soir, personnellement pour la deuxième année, mais ce n'est pas la deuxième année qu'il soutient cette soirée. Et en tout cas, on est très content de pouvoir soutenir cette soirée et que cette soirée se fasse. C'est toujours l'occasion de reparler de choses qui peuvent sembler faciles et évidentes, mais qui posent des soucis en pratique au quotidien, mais également de parler de recherche et de publication et de science comme on l'aime. Et c'est vraiment, pardon, l'axe que moi je vais prendre aujourd'hui. Je vais vous parler de fibres prébiotiques, mais j'ai choisi de vous choisir comme angle pour vous en parler de la recherche, du développement et de la science qui est nécessaire pour ça. Donc, on vit dans un monde où la science est quand même de plus en plus mise à rude épreuve, que ce soit par les réseaux sociaux, par les gens en général, par les politiques même, quand on voit, quand ils font appel à des conseils scientifiques qui n'écoutent pas. J'ai quelques chiffres pour vous rassurer et puis pour vous dire qu'on est quand même à notre place quand on fait notre travail de soignant. C'est que plus de 8 propriétaires sondés sur 10 reconnaissent qu'une alimentation de haute qualité peut être efficace pour prévenir des maladies. Que 8 sur 10 pensent que des ingrédients qui sont scientifiquement validés procurent des meilleurs bienfaits. Et ça, c'est encore plus intéressant, surtout vu la conjoncture. 1 sur 2 propriétaires est prêt à investir plus pour des produits qui apportent des bénéfices fonctionnels. Le problème, c'est que, pour un propriétaire, qu'est-ce que c'est la science? Et ça va être ça, toute la difficulté et tout l'enjeu pour nous. Quand on parle de science, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle d'un laboratoire qui publie ou d'une marque qui se contente de faire des allégations? Est-ce qu'on parle d'une interprétation d'un article qui nous arrange ou est-ce qu'on parle d'une recherche active faite par la marque, publiée et relue? Est-ce qu'on cherche une caution pour vendre un produit ou est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de notre histoire? Et enfin, ça résume un petit peu l'ensemble des idées que j'ai voulu vous montrer dans ce nuage de mots. Est-ce qu'on est sur du marketing ou est-ce qu'on est sur l'identité propre et l'histoire de notre marque? Donc vous l'aurez compris, chez Hills, la science, c'est un traceur, c'est constant. Pourquoi? 1939, création du premier aliment diététique, c'était le cadet. Alors, ce n'est pas le cadet tel que vous l'avez aujourd'hui en clinique, c'est un paquet bien plus vintage. Si vous le trouvez en brocante, je peux vous le racheter très cher parce que j'ai envie de le mettre sur mon étagère dans mon bureau. Vous verrez le packaging tout à l'heure. Et en fait, depuis le début, c'est une marque qui a été créée par un vétérinaire, Dr Maurice, pour des vétérinaires, et qui, depuis 80 ans, plus de 80 ans maintenant, fait l'objet à la fois d'améliorations constantes et de recherche. Quelques domaines dans lesquels la recherche va avoir lieu, déjà, ça va être sur les ingrédients. Quels ingrédients on va utiliser pour quels bénéfices, et puis sur quelles choses il va falloir faire attention au niveau des ingrédients. Par exemple, les mycotoxines, par exemple, les métaux lourds. Ça, c'est des choses qui vont être étudiées de près. Ensuite, il y a les études cliniques. C'est celles qu'on vous montre quand on vient vous présenter des produits anciens ou nouveaux, et vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Ensuite, c'est faire des études, ou en tout cas faire de la recherche pour savoir s'adapter aux besoins de chaque animal. Alors, ça ne veut pas dire à chaque animal chez chaque humain, mais plutôt de se dire quel produit, quel aliment, pour quel stade physiologique, pour quelle maladie, pour quelle race. Alors, c'est assez rare qu'il y ait des besoins spécifiques entre races, mais ça arrive quand même. Et puis enfin, il y a des domaines d'expertise, des traceurs qu'on va revoir, dont celui des prébiotiques, dont on va parler un peu plus en détail aujourd'hui, qui sont un peu des signatures de la recherche chez Hills, à savoir la nutrigénomique et puis la recherche sur le microbiome plus récemment. Alors, quelques chiffres, parce que parfois, un pet fooder ou un labo, même en pharma, c'est un peu une boîte noire et on ne se rend pas toujours compte de ce qu'il y a derrière en termes d'investissement et en termes d'humains. Chez Hills, c'est plus de 220 personnes qui font de la recherche vétérinaire, mais pas que, il y a aussi des docteurs en nutrition qui ne sont pas forcément vétérinaires, des chercheurs, des techniciens à travers le monde. Ces gens-là travaillent dans 8 centres de recherche répartis dans le monde, dont la majorité sont quand même aux États-Unis, au Kansas, c'est le fief historique de la marque. Ça donne lieu à une cinquantaine de publications scientifiques par an, y compris des rédactions d'ouvrages. Et puis, c'est plus de 170 brevets qui ont été déposés depuis 2017. Ça se faisait un peu moins avant. Et on l'a regretté de ne pas le faire. Donc maintenant, il y a des brevets assez systématiquement déposés pour protéger le savoir-faire. Et puis en termes de volume d'échantillons, alors dites pas ça à votre labo d'anapath parce qu'ils vont faire une attaque, mais c'est à peu près 30 000 échantillons analysés par an et qui donnent environ 300 000 résultats d'analyse, c'est-à-dire que sur chaque échantillon, on va rechercher plusieurs paramètres en fonction du thème de recherche. Et là, je vais vous mettre une association et vous allez me dire, mais pourquoi il me parle de ça?
Hills et Harvard, est-ce qu'il y en a qui ont vu passer des choses là-dessus ou pas, à part les chercheurs? Bon. Si je vous parle de One Health, là, dites-moi que ça vous parle, parce que l'ordre essaie de faire en sorte qu'on soit tous sensibilisés à ça, donc dites-moi oui. Donc le One Health, c'est se préoccuper de la santé des humains et des animaux. Et ce que fait Hills avec Harvard, c'est-à-dire qu'il y a une mise en commun des bases de données sur le microbiote, des recherches chez Hills et des recherches chez Harvard, donc qui sont plutôt orientées humaines. Et le fait de mettre en commun ces bases de données, c'est un accélérateur pour la recherche en général, puisque c'est quand même une recherche qui est assez laborieuse quand on travaille sur le microbiote et le métabolome en général. Alors voilà pour vous illustrer un petit peu tout ce que je vous raconte depuis le début sur l'histoire et sur ce qu'on a pu en faire de cette histoire. Donc le fameux packaging que je vous achète très cher, c'est celui en haut à gauche, c'est la boîte de cadet historique de 1939 avec son super papier jaune. Et puis vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, il y a eu des innovations avec deux ères vraiment différentes. Début des années 2000, le travail sur la nutrigénomique. La nutrigénomique, c'est l'épigénétique appliquée à la nutrition, c'est-à-dire comment on influence avec des facteurs extérieurs, l'environnement, ici la nutrition, l'expression de certains gènes et donc des fonctions d'intérêt pour l'animal. Suite à ça, dans les décennies des années 2000, il y a eu sortie de produits comme le JD pour l'arthrose et le métabolique pour la gestion de foie, qui fonctionnent sur ces technologies nutrigénomiques. Puis début des années 2000, il y a eu un nouveau champ de recherche qui s'est ouvert, c'est celui sur le microbiote. Et le microbiome qui a donné naissance à des produits que vous connaissez, auxquels vous avez accès en clinique. Le premier, c'est tout ce qui est gamme gastro, avec le biome qui est sorti en 2018, qui contient les prébiotiques à visée digestive que sont l'Actibiome Plus Digestion. Et puis plus récemment, en 2023, un nouveau cocktail de prébiotiques qui est sorti, cette fois à visée rénale. On en parlera un petit peu à la fin, juste pour vous montrer un peu les effets attendus, puisque Agathe a fait des passerelles sur tout ce qui était protéines alimentaires, toxines urémiques, et vous allez voir que ça va nous être utile aussi en santé rénale. Alors, pour sortir un produit, cette frise, elle vous montre un peu que c'est assez long. Effectivement, en moyenne, c'est entre l'idée et le produit, c'est 10 ans, pour qu'il soit accessible dans vos cliniques pour vos patients. Donc, il faut d'abord une bonne idée. Cette bonne idée, elle va faire l'objet de recherches préliminaires, soit en interne, soit elle va être issue de ce qui se fait dans le monde. Donc il faut faire une veille et trouver des choses intéressantes qui se passent dans le monde et qui vont pouvoir être creusées et appliquées à quelque chose d'industriel. Il y a beaucoup de marques qui s'arrêtent à ça, c'est-à-dire elles vont trouver un concept qui est sympa, vont l'intégrer dans un produit, puis comme le concept était sympa et qui marchait sur une étude, sur un ingrédient, on va le généraliser. C'est des choses que vous pouvez trouver en pet food, mais c'est des choses que vous allez trouver aussi dans tout le marché du bien-être. Et là, je vous renvoie plus à des produits que peut-être vous achetez vous. Par exemple, le curcuma, dans une étude, ça a été montré que peut-être il y avait un effet. Du coup, tous les producteurs de produits bien-être en mettent en disant que ça fonctionne. Sauf qu'en fait, il n'y a pas d'études cliniques sur leurs produits à eux. Okay, c'est ça la vraie différence. Ensuite, il y a le développement. Alors, dans le développement, c'est quoi? C'est des messieurs et des dames qui vont voir si, c'est possible techniquement de le faire d'un point de vue industriel, sinon ça ne sert à rien de partir dans de la recherche chère si à la fin on ne peut pas faire de produit. Donc, il y a de la faisabilité à la fois technique, mais financière. C'est-à-dire que si l'ingrédient qui a l'air intéressant est trop cher, ça ne va pas être possible. Si on se rend compte que mettre des pépites d'or dans les croquettes, ça soigne le cancer, je ne suis pas sûr, même si ça soigne le cancer, qu'il y a un marché, parce que ça va être trop cher. Voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est pour vous donner un peu la réalité des choses. Une fois que le process industriel est fait, on va faire des essais cliniques, et c'est cela qu'on vous présente nous en clinique, c'est-à-dire que tout ce qui est bonne idée, mais qui n'a pas abouti, on ne les voit jamais passer. Il doit y en avoir quand même pas mal. Et enfin, une fois que les essais sont concluants, prouvés, on va pouvoir lancer la production, la distribution, et puis vous assurer leur utilisation au quotidien en clinique. Cette recherche, donc, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, presque 20, ça fait plusieurs années que je dis 10 ans, mais en fait, il va falloir s'habituer à dire plus maintenant, on est peut-être plus sur 20 ans, sur le microbiome, en quoi elle consiste. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un léger rappel sur la terminologie, non pas que vous ne la connaissiez pas, mais j'ai envie de vous donner des pistes, des aides pour pouvoir l'expliquer à vos clients, qui peuvent être un peu perdus dans tous ces termes médicaux ou pseudo-médicaux en fonction de là où ils sont utilisés. Donc, qu'est-ce que le microbiome? Donc, le microbiome, c'est un écosystème qui est associé à des grosses quantités, à des milliards de micro-organismes. Ceux qu'on connaît le mieux ou qu'on connaît moins le moins, ce sont les bactéries, mais il y a d'autres choses, il y a des virus, il y a des champignons, il y a des archées. Et quand on parle de microbiome, on parle des bactéries, donc du microbiote, et de l'environnement associé. C'est pour ça qu'on va avoir des microbiomes au niveau cutané, au niveau fécal, au niveau intestinal, pourquoi pas au niveau buccal, au niveau des muqueuses. Et ce microbiome intestinal, on sait
qu'il a des rôles, plusieurs rôles sur la santé de l'organisme et qui peut avoir des interactions avec des organes à distance, comme les reins, comme la santé mentale, comme la santé cutanée. Et ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ceux qui sont déjà disponibles en clinique. C'est les prébiotiques qui vont aider le microbiome digestif à visée digestive et les prébiotiques à visée digestive pour aider la santé rénale, parce qu'on les donne toujours à manger aux animaux. Probiotiques versus prébiotiques. Pour être très simple, le probiotique, c'est le micro-organisme qu'on va donner vivant et puis qui va avoir une action bénéfique sur l'organisme qui les ingère. Donc, pour votre client, c'est un petit soldat, un petit renfort qu'on va donner à l'animal pour qu'il aille renforcer la flore résidente de votre animal. C'est des choses qui sont utilisées, on n'a pas trop le temps de s'épandre, mais il y a déjà d'un point de vue industriel, c'est compliqué de les intégrer dans de l'alimentation qui passe en cuisson, parce que c'est plus vivant par définition. Et puis, les études sur des consensus d'utilisation dans tel ou tel cas manquent un petit peu. Il faut dire en fait qu'on manque de produits multisouches qui aient des effets vraiment avérés, répétables, en médecine vétérinaire en tout cas. Les prébiotiques, ce sont des fibres qui ne sont pas digérées par l'animal et qui vont servir aux bonnes bactéries, parce qu'on a fait un casting de fibres, on ne donne pas n'importe quelle fibre, aux bonnes bactéries et donc avoir des effets bénéfiques sur l'hôte. Et donc ça, on peut le faire en termes d'alimentation, que ce soit sur de l'industriel ou du ménager. Et toutes les fibres ne se valent pas. Et c'est là qu'il y a une vraie expertise de rechercher de quelles fibres on a besoin et surtout de quel cocktail de fibres on peut profiter pour optimiser les effets des fibres entre elles. C'est ce qu'on appelle une synergie. Je vous ai fait un graphe qui vous présente les fibres suivant leurs propriétés. On peut les classer soit par solubles, insolubles. Solubles, c'est celles qui se mélangent à l'eau, qui forment des gels. Typiquement, vous faites de la confiture. Les pectines sont vos amis, elles vont former un gel avec l'eau et c'est ce qui va permettre d'avoir une gélification de la confiture. Les fibres insolubles sont celles qui ne se mélangent pas à l'eau. Ça va être par exemple cellulose, lignine, qui vont rester en suspension et qui ne vont pas être miscibles à l'eau. Et ensuite, on peut classer les fibres par fermentescibles ou non fermentescibles. En général, plus les fibres sont solubles, plus elles sont fermentescibles, en général. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop fermentescible, parce qu'une fibre qui est trop fermentescible, elle va être consommée rapidement par les bactéries. On peut avoir des déséquilibres osmotiques qui se passent, appel d'eau et des diarrhées. Donc il va falloir trouver le juste milieu. Là, vous avez quelques exemples de fibres qui sont relativement solubles, relativement fermentescibles, comme le sont la pulpe de betterave, les fibres d'avoine, mais on pourrait rajouter les pectines de fruits, par exemple. Et les prébiotiques, eh ben, c'est ça, c'est précisément ces fibres qui sont utilisables par les bactéries, les bonnes bactéries qu'on a choisies et qui vont nous aider à gérer notre animal. Avec deux rôles dans les mélanges qu'on a sortis et brevetés, un support digestif à gauche avec l'Actibium Plus Digestion et un support rénal à droite avec l'Actibium Plus Kidney Défense. Alors vous avez les recettes, si jamais vous voulez vous lancer dans des smoothies et voir si ça marche sur vous, vous avez les recettes de fibres utilisées, notamment à gauche, là on a pas mal de choses, et vous reconnaissez ce que je vous ai dit, certaines fibres qui sont plutôt des fibres insolubles, par exemple la coque de pécan, c'est de la lignine, donc c'est assez peu soluble et peu fermentescible, et puis la pulpe d'agrumes qui va être au contraire fermentescible et plutôt soluble. Et les produits, on y reviendra juste après. Dans le rénal, on a des fibres différentes, j'y reviens juste ensuite. Donc le premier cocktail de fibres prébiotiques, c'est l'Actibium Plus Digestion, c'est celui qui est sorti en premier, et du coup c'est un peu celui qui est resté dans les mémoires. C'est un cocktail de fibres qui va nourrir le microbiome, qui va favoriser une santé digestive et un bien-être digestif chez l'animal, et surtout qui va agir rapidement sur la qualité et la régularité des selles, ce qui est quand même un indicateur clinique majeur quand on gère des troubles digestifs, qu'ils soient aigus ou chroniques. Donc ces fibres, je vous les représente ici, avec de nouveau la frise, pour que vous visualisiez bien qu'il y a des types de fibres différentes. Toutes ne sont pas des prébiotiques, il n'y a que les 3 de gauche. Les autres vont avoir d'autres rôles, notamment de donner de la consistance aux selles pour ce qui est des coques de pécan, donc de la lignine. Puis les graines de lin, elles agissent un peu comme le psyllium, elles vont absorber l'eau et permettre de réguler la teneur hydrique du bol fécal. D'ailleurs, le psyllium, comme les graines de lin, ce n'est pas vraiment un prébiotique dans le sens où il n'est pas utilisé comme substrat énergétique par les bactéries, c'est vraiment son effet rétention d'eau et soluble qui va nous intéresser. Alors comment ça se passe? Une fois qu'on a donné ces prébiotiques aux bactéries, 2 choses se passent. La première, les prébiotiques sont consommés par les bactéries qui vont produire des composés qui vont être bénéfiques pour l'hôte. C'est ce qu'on appelle des postbiotiques. Dans ces composés, il y a notamment les acides gras à chaîne courte. Cours de bovine, acétate, propionate, butyrate,
Vous avez des souvenirs de ça? Ouais, j'en vois qui rigolent. Voilà. Ces acides gras à chaîne courte, c'est des substrats énergétiques qui vont pouvoir servir localement. Butyrate, ça va être utilisé par les colonocytes comme substrat énergétique, donc plutôt intéressant quand on a une maladie intestinale ou colique. Si, il y a le chat, je ne croyais pas le chat de ma place. Ils peuvent également être absorbés et utilisés à distance au niveau de l'organisme, au niveau de l'animal. Le deuxième type de transformation qui peut se produire, c'est la libération de composés attachés aux fibres qui ne sont normalement pas accessibles à notre animal. C'est le cas des polyphénols. Les polyphénols, on les trouve dans les fruits, dans les légumes, dans le vin, dans le chocolat, il ne faut pas en abuser, mais c'est la même chose, c'est des polyphénols. Et ces polyphénols, une fois qu'ils sont rendus biodisponibles pour nos animaux dans le tube digestif, ils vont avoir un effet antioxydant, anti-inflammatoire qui va être intéressant pour gérer ces maladies. Je vous présente les études que, en fait, Agathe vous les a présentées en résumé. Donc là, vous avez maintenant le visuel de ce qui s'est passé. Première étude sur des chiens souffrant de diarrhée chronique, sur lesquels a été mis en place un aliment riche en fibres, donc le biome, qui contient les prébiotiques de l'Activ-Biome Plus Digestion. Ce dont on se rend compte, c'est que dès le premier jour de mise en place de l'aliment, on a un score fécal qui s'améliore de 2,6 en moyenne à 3,8 en moyenne, ce qui permet d'avoir des selles qui passent de majoritairement peu formées à majoritairement formées. Donc l'effet est assez rapide et surtout, en 7 à 14 jours, on atteint un plateau de scores fécaux qui colle avec les recommandations que Agathe vient de vous faire sur le fait qu'un essai alimentaire, c'est autour de 15 jours. Et ça colle, ça tombe bien, avec l'effet clinique observé dans l'étude. La deuxième étude, elle porte sur des chats, donc même aliment, même principe. Cette fois, on a distingué les chats atteints de constipation et ceux atteints de diarrhée. Ils ont tous les deux des troubles digestifs chroniques, mais on a distingué les deux pour voir si l'effet était pertinent dans les deux cas. Première 24 heures, à peu près 25-30% des chats répondent favorablement. 48 heures, un peu plus de la moitié, et 3 jours, à peu près les 2/3. L'étude, en vrai, a duré 28 jours. Et sur ces 28 jours, plus de 9,5 chats sur 10 ont répondu qu'ils soient à la base constipés ou en diarrhée. Et sur les 28 jours d'étude, il n'y a pas eu de marche arrière, c'est-à-dire qu'une fois que l'aliment a montré qu'il était efficace, l'animal est resté stable ou a continué de s'améliorer sur le mois. Ça, c'est encourageant pour les prises en charge en clinique de se dire que s'il y a du mieux, si les gens ne donnent pas une oreillette de cochon juste après, a priori, on va rester sur du mieux. Ce complexe de fibres prébiotiques, il est déjà disponible depuis 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans en clinique, enfin 10 ans 2018. Et il est disponible dans toute la gamme gastro-intestinale, mais également dans des produits physio, comme les aliments croissance, parce qu'il y a un intérêt, a priori quand même, à soutenir le microbiote des animaux en croissance, jeunes animaux qui sont sujets aux diarrhées, que ce soit de stress, de sevrage, de changement alimentaire, parasitaire. Donc de leur apporter, on va dire, des prébiotiques à cette période, c'est peut-être intéressant. Et puis, regardez aussi, on l'a aussi sur les aliments hydrolysés. Alors pourquoi ? Parce qu'il a fallu faire des choix, là, je n'ai pas pu tout vous présenter. Mais au moment où on a sorti les fibres prébiotiques, il y a une autre étude qui a comparé les aliments anciennes formules, donc IDZD, donc hyperdigestibles, hypoallergéniques hydrolysés, avec et sans prébiotiques. Et il s'est avéré que les animaux s'amélioraient davantage avec des aliments enrichis en prébiotiques qu'avec les aliments de base. Et donc, le choix a été fait de généraliser les prébiotiques à visée digestive dans toute la gamme gastro. On va terminer sur la partie rénale, qui est peut-être moins connue. Là encore, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas un type de cocktail prébiotique. En fait, ça dépend de ce qu'on veut comme effet clinique derrière. Celui-ci, il est plus simple dans sa composition. Il y a des fructoligosaccharides et des bêta-glucanes d'avoine, qui sont des fibres plutôt solubles, plutôt fermentescibles. Et il y a de la bétaïne, qui n'est pas un prébiotique, qui est une molécule qui permet de garder une bonne hydratation rénale. C'est une molécule à fort pouvoir osmotique. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que lorsque les animaux étaient malades rénaux, même à des stades précoces, on avait un changement de flore qui s'opérait. On partait plutôt sur une flore protéolytique, donc celle qui mange des protéines, plutôt qu'une flore saccharolytique, celle qui va manger de la fibre, des glucides complexes, des fibres alimentaires. Ces bactéries vont produire des toxines urimiques en dégradant les protéines alimentaires, et ces toxines urimiques, elles ont un rôle pathologique sur l'évolution de la maladie. Elles participent à la fibrose des reins, elles participent à la fonte musculaire, elles participent, l'allumette c'est pour inflammation et oxydation, elles activent le système rénine-angiotensine-aldostérone, celui sur lequel on essaie de lutter sur certains malades rénaux, elles vont favoriser l'anémie, elles vont favoriser un ralentissement du transit, notamment au niveau du côlon. Donc, vos malades rénaux constipés, il n'y a pas que l'hydratation
et les hypokaliémies, etc., il peut y avoir les oxynurémiques qui rentrent en jeu. Et puis les bactéries, globalement, elles vont plutôt entretenir un terrain favorable à elles-mêmes et leurs copines, donc elles vont entretenir la dysbiose. Eh bien, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que non seulement on va pouvoir réduire les protéines dans ces aliments pour les reins, mais également pour couper les vivres à ces bactéries. Ça, on le fait déjà dans l'alimentation rénale classique, mais on va pouvoir également ajouter des fibres prébiotiques spécifiquement sélectionnées pour aller nourrir des bonnes bactéries qui vont faire concurrence aux mauvaises bactéries protéolytiques. Et c'est ce qui se passe avec le cocktail Active Biome Plus Kiné Défense. Vous avez le schéma. Les points que vous avez dans les bulles, les points rouges, c'est les bactéries protéolytiques, et les points verts, c'est les saccharolytiques. Ça vous donne une idée des quantités relatives, c'est schématique. 2 études qui ont été publiées, une chez le chien, sur laquelle on a comparé le KD ancienne formule et le KD plus prébiotique. Il faut être un peu maso pour prendre ses propres aliments comme groupe contrôle, mais ça marche bien, puisqu'on a montré qu'il y avait une baisse des toxines urémiques d'origine intestinale, aussi bien dans les selles que dans le sang que dans les urines, une augmentation de composés antioxydants qui était intéressant pour l'hôte, une diminution de composés inflammatoires ou pro-inflammatoires au niveau intestinal et une augmentation de la biodisponibilité des acides gras polyinsaturés dans le sang. Chez le chat, encore plus bluffant, donc baisse des toxines urémiques, augmentation de l'abondance des bactéries bénéfiques, mais surtout à ingéré calorique égal, les animaux nourris avec un aliment rénal plus prébiotique reprenaient plus de masse maigre que les animaux nourris sans prébiotiques. Et donc ça a un impact réel sur la pratique en clinique, c'est-à-dire qu'on est, pour rappel, sur une maladie qui est cachectisante et la fonte musculaire va être en général accélératrice de la fin du chat. Donc ça va être intéressant d'avoir un effet sur cette masse maigre. Pas d'effort à faire en particulier. Ces prébiotiques ils sont inclus sur toute la gamme rénale, que ce soit les early rénales, les early stage, que ce soit le rénal classique ou les rénales plus mobilité complémentaire en acides de gras oméga 3 pour l'arthrose. Donc vous n'avez pas de réflexion à vous faire de lequel je mets pour les avoir, ils sont sur toute la gamme rénale. On va pouvoir conclure. Donc j'espère vous avoir montré aujourd'hui que la gestion, la prise en compte du microbiome dans la formulation des aliments, c'est quelque chose qui est utile en clinique, qui a de l'avenir, qu'en jouant sur cet écosystème à l'intérieur de nos animaux, on peut faire beaucoup de choses en termes de santé, et donc que le thème de recherche sur le microbiome n'est pas prêt de s'éteindre chez Hills. D'ailleurs, c'est un thème de recherche très actuel avec des perspectives probablement d'avenir. Sans donner, je ne suis pas dans les petits papiers, donc je n'ai pas d'infos exclusives, mais je vois passer des choses et en dermato notamment, il est très probable qu'on ait des choses qui sortent prochainement, donc restez alerte sur ce qui va se passer dans les prochains mois, années. Et si c'est un sujet qui vous plaît beaucoup, vous scannez le QR code. Alors moi, il n'y a pas de questions à répondre, hein, c'est pas fun. C'est juste des confs sur le microbiome donnés par des experts internationaux qui sont disponibles sur l'Académie vétérinaire Hills. Voilà. Merci pour votre écoute. S'il y a des questions, j'y réponds avec plaisir. Merci Kevin.